Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment, enfin vous avez eu le bilan lecture un peu en retard, donc ça a permis aussi de patienter, mais du coup là on va tourner les sorties poche d'août. Voilà, je fais pas trop de vidéos parce que je fais pas trop de live. Merci Yasbot, bonne soirée à toi. Du coup, donc évidemment, je suis en live comme d'habitude et vous devez l'entendre un peu à ma voix, je suis malade. Et en plus, vous ne le voyez pas, mais on vient de passer une demi-heure à galérer parce que j'avais des soucis techniques. Voilà, donc c'était la totale ce soir, mais je me suis dit, je vais quand même pas reporter le live étant donné que j'ai pas, voilà, comme je ne fais pas de live le jeudi en été, bah, c'est compliqué de tout caser. Donc, allez, je vous propose de commencer rapidement. Désolée, du coup, je risque de pas mal tousser. De pas mal boire, mais on va arriver à faire ce live. On va y arriver, malgré les difficultés. Allez, c'est parti. J'attaque donc, voilà, avec donc les petites statistiques comme d'habitude. Alors oui, qui dit mois d'août dit rentrée littéraire, donc même au niveau des sorties poche, c'est surtout du contemporain. C'est principalement du contemporain. J'ai trouvé quand même quelques graphiques. Par contre, ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de représentations au niveau des pays quand même, hein, pas mal de diversité dans cette rentrée littéraire. Et puis la particularité aussi de ce mois d'août, j'ai remarqué du coup en téléchargeant toutes les couvertures, c'est que les couvertures sont hyper colorées. Vous allez voir que on va avoir une succession, à part une ou deux, c'est une succession de couvertures ultra colorées. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août, ou si c'est parce que, je sais pas, ils ont voulu mettre de la couleur en cette rentrée littéraire, mais voilà, je sais pas, c'était plein de couleurs chaudes. Ouais, oui, Spara, je peux t'appeler Spara, ou Six, peut-être, je sais pas, comme tu veux. Ou si t'as un prénom, c'est encore mieux. Du coup. Mais oui, du coup, oui, t'es pas là depuis le début. Bon, allez, c'est parti. Du coup, j'attaque avec la première sortie poche que j'ai sélectionnée. Alors, pour rappel, du coup, pour les nouveaux arrivants, ce sont les sorties soit qui me font envie, soit que j'ai sélectionnées pour vous parce que moi j'ai aimé ou parce que je pense que vous pourriez potentiellement aimer ou parce que ce sont des livres qui font beaucoup parler d'eux. Voilà, en gros. Ah, Six, ok, je t'appelais comme ça alors. Ça marche. Donc la première sortie que j'ai sélectionnée, c'est un young adulte. Il s'agit de Animal de Cécile Alix. Donc on est dans un... Ouais, on va suivre en fait... contemporain, mais on est dans un pays en guerre en fait. Mais si, je crois pas que ce soit une dystopie, hein. On est plus sur un truc ultra réaliste. Voilà. Puisque on va suivre, ouais c'est ça, on est dans un pays en guerre et on va suivre un jeune garçon, c'est ça, qui a 15 ans et qui va être obligé de quitter son pays en guerre en fait. Donc on est dans un récit typiquement de migration, d'immigration. Voilà, mais j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, mais je me rappelle que je l'avais déjà repéré à sa sortie. Bon voilà, moi c'est des sujets qui me touchent. Je sais pas dans quel pays on est par contre. C'est pas précisé. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Ah bah ça tombe bien, Dalek. Ouais, moi aussi il me faisait pas mal envie celui-ci. C'est la même couverture, je crois, il me semble, hein, que le grand format. Voilà, ça sort chez PKJ, mais en poche. Et c'est vrai que quand il y a des young adultes qui sortent intéressants, qui sortent en poche, je les mets parce que malheureusement, les livres young adultes mettent longtemps à sortir en poche, voire ne sortent jamais en poche. Donc voilà, c'est assez rare pour être signalé. Ah, tu l'avais lu toi Aurélie, t'avais bien aimé. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Et donc il sort le 14 août. Voilà, on va avoir une grosse vague. Je crois que la moitié
la moitié, voire les 2 tiers même, je sais plus, des sorties sont le 14 août. C'est un truc assez énorme quand même. Voilà, c'est vraiment le gros. Et après, il y a une deuxième vague le 21. Ça aide vraiment les 2 grosses vagues. Après, ça reste très anecdotique. Voilà pour celui-ci. Donc, il sortira chez PKJ. On est toujours le 14 août. Et donc sortira Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. Et celui-là aussi, je l'avais repéré en grand format. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer des onglets là. Ça ira mieux. Voilà. Il sortira donc chez Pocket. Alors ouais, le 14 août, il va y avoir toutes les sorties Pocket. Donc dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Malaya et qui est en situation, alors je sais pas si c'est de l'obésité ou si c'est du surpoids. Je pense que c'est plus de l'obésité quand même. Et en fait le truc c'est que sa mère veut à tout prix la faire maigrir et donc elle l'emmène à des réunions Weight Watchers, enfin voilà. Bon. Et Malaya, j'ai oublié de dire son prénom, je crois, c'est Malaya. Malaya, elle n'en peut plus, elle veut pas, voilà, veut pas suivre ses régimes, ses réunions et tout ça, mais malheureusement, voilà, elle est pointée du doigt, elle est moquée à cause de son poids, et elle subit tout le temps la pression des femmes de sa famille. En plus, elle va dans une école, donc Malaya, elle est racisée, alors je ne sais pas de quelle origine exactement, mais elle est racisée et elle va dans une école pour riches blancs, dans l'Upper East Side en plus. Du coup, bon, alors qu'elle vit, apparemment, ouais, elle vit à Harlem, ça se passe dans les années 90 en plus. Hein. Et donc, du coup, forcément, elle va dans une école de bourgeois blancs et donc elle subit nécessairement déjà le racisme et en plus la grossophobie. Donc, voilà l'histoire de Malaya. Pareil, je crois pas avoir vu de retour sur celui-ci. Mais moi, voilà, il m'avait interpellée quand il était sorti. C'était à la rentrée littéraire de l'an dernier, hein, si je me souviens bien d'ailleurs. Donc bah, c'est cool qu'il sorte en poche. Celui-là, j'ai pas mal envie de le lire. En plus, bon, c'est du On Voice. Donc voilà. Voilà. Pour celui-ci. Donc, toujours le 14 août, donc sortira un manga qui s'appelle Le complexe d'infériorité. Alors, c'est évidemment pas Alfred Adler qui a créé le manga. En fait, c'est la collection Kuro Savoir de chez Kurokawa reprend des concepts philosophiques, psychologiques, politiques pour les adapter en manga. En gros, ils partent de concepts et ils ont imaginé des petites histoires pour expliquer ces concepts. Moi, celui que j'avais lu dans cette collection, c'était Le Capital de Karl Marx. Donc en version manga, donc il y a une petite histoire avec des ouvriers, un mec qui tenait une usine, etc. Et comment faire du gain, etc. Enfin voilà, tout le principe du capitalisme, hein, en fait. C'était extrêmement intéressant. Après, c'est très, très, très simplifié, hein, bien sûr. Et donc là, bah, voilà, ça reprend le concept du psychologue Alfred Adler, psychologue autrichien, qui est le complexe d'infériorité. Et comment ils sont partis de là. Est-ce qu'ils nous disent de quoi ça parle? Oui, si, voilà. C'est l'histoire de la renaissance d'une famille dont les membres ne peuvent se faire confiance parce qu'ils ont rompu un peu les liens qui les unissaient. Et en gros, ben, voilà comment on va expliquer ce qu'est le complexe d'infériorité, voilà, se sentir insignifiant, penser qu'on n'a pas d'amis, se sentir solitaire, seul, d'ailleurs, c'est même pas solitaire, c'est seul tout court. Hein. Voilà, donc petit manga qui va expliquer un petit peu ce principe. Vous allez voir qu'il y en a un autre aussi de cette collection qui va sortir ce mois-ci.
Donc c'est chez Kurokawa dans leur collection Kuro Savoir. Toujours le 14 août, donc sortira La danse des damnés de Kieran Millwood Hardgrave chez Pocket. Et donc dans cette histoire, on est au XVIe siècle, on est dans un roman historique, on est à Strasbourg en 1518 très précisément. Et en fait, on va suivre des jeunes femmes qui tout d'un coup vont se mettre à danser sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, comme si elles étaient possédées, et elles vont danser pendant plusieurs jours. Voilà, donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en parallèle, on va suivre Lisbeth, qui en fait qui est apicultrice. Elle récolte du miel, donc de ses ruches. Et elle va voir revenir une jeune femme. Ouais, c'est ça, là, c'est sa belle-sœur. Voilà, qui était en exil en fait, donc elle s'appelle Agnete. Elle était en exil pour un crime que visiblement elle n'a pas commis, ou du moins qu'elle dit ne pas avoir commis, et donc Lisbeth va essayer de découvrir son secret. Voilà, donc il y a deux histoires comme ça en parallèle. Ouais, c'est vrai que Jean Telet, il avait fait un livre sur ce sujet aussi, ouais, je l'ai pas lu. Donc celui-là, je sais pas, pareil, celui-là, je me rappelle que je l'avais repéré quand il était sorti, c'était la rentrée littéraire aussi. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Moi, j'avoue qu'il me tente bien. On a des jolies couvertures, hein, vous allez voir, vraiment, des très jolies couvertures pour ce mois d'août. Donc voilà pour celui-ci, en tout cas. Si ça vous intéresse. Moi, oui, pas mal, pour le coup. Pour le coup, je suis assez curieuse. En plus, il y a... Ouais, il y a un petit côté... Enfin, j'allais dire un petit côté mystérieux. Oui, déjà, il y a un côté mystérieux par rapport à la danse. Mais en plus, il y a ce côté un peu enquête derrière, là, de cette histoire de crime, tout ça. Donc voilà. Voilà pour cette histoire, en tout cas. Alors, celui-là, je l'ai lu... Donc, Dès que sa bouche fut pleine, de Juliette Houry, qui sort également le 14 août chez Pocket. Donc je vous le mets parce que pour moi ça a été un coup de cœur. On est dans une dystopie où les rôles du sexe et de la nourriture sont inversés. Ouais, désolée pour la pub, je bois un coup. C'était quoi, lequel? C'était lequel, Elsa, dont tu parles du coup? Donc dans cette histoire, ouais, voilà, donc on est dans une dystopie, les rapports en fait entretenus avec le sexe et avec la nourriture sont inversés, c'est-à-dire que le sexe c'est banal, tout le monde le pratique, on le pratique même entre collègues, entre amis, tout ça, voilà. Les bordels, il y en a partout, enfin voilà, c'est tout à fait normal, mais en revanche, la nourriture c'est ultra tabou, c'est seulement pour les couples. Ouais, seulement pour les couples. Même dans un couple, c'est limite. Bon, c'est vraiment waouh, c'est un truc de fou, quoi. Ou alors, voilà, les restaurants. Bah, les restaurants, en fait, c'est nos bordels à nous. C'est-à-dire que c'est caché, qu'il faut pas montrer qu'on y va. Donc voilà. Et en fait, dans ce monde un peu chelou comme ça, on va suivre Laetitia qui est en couple avec Bernard. Mais Laetitia, elle s'ennuie. Non, Bertrand, pardon. Bertrand. Elle s'ennuie dans son couple et ben, elle a envie de manger. Donc, vous avez compris un petit peu l'allusion. Et ben, on va la suivre un peu dans sa recherche de ben, comment je vais expliquer à Bertrand que je veux manger. Alors, attention, hein, techniquement, les gens mangent parce qu'ils sont obligés pour se maintenir en vie, mais en fait, ils mangent des espèces de barres protéinées là qui n'ont absolument pas de goût, et même ça c'est limite faut le manger un peu en secret, quoi, voilà.
Mais sinon, par contre, dès qu'on commence à s'attaquer à la vraie nourriture, là, c'est comme des sextoys, hein, c'est vraiment le truc, attention, voilà. Ah d'accord, ok, Elsa. Mais je savais pas. Et, et en fait, voilà, ce qui est génial dans ce livre, c'est vraiment la plume, c'est vraiment déjà ce monde qu'elle a créé. Bon, évidemment, c'est une grosse critique un peu des tabous qu'on a dans la société. Et puis, ouais, c'est surtout ce qui est intelligent, c'est d'arriver à décrire des scènes de nourriture comme si c'était des scènes de sexe. Et on est aussi gêné. Elle a même réussi à décrire des scènes de viol avec de la nourriture. En fait, je trouve ça absolument génial. C'est assez extraordinaire. Après, il y a tout un vocabulaire. Par exemple, fils de cuisinière, on m'insulte, ou sainte Nigoute, enfin ce genre de choses en fait. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de créativité dans ce livre. Et tout en racontant, voilà, tout en racontant une histoire d'une femme qui est pas bien dans son couple. Euh, voilà, pour moi c'était assez extraordinaire. Et donc je vous le recommande fortement puisqu'il sort en poche et il n'est pas très cher. Bon, non, en même temps il n'est pas très gros non plus, hein. Il se lit très vite, hein, il se lit très vite. Voilà pour celui-ci. Ouais, en plus il est très drôle. Alors il est drôle et en même temps il y a des scènes, comme je vous dis, voilà, par exemple scène de viol, et voilà, il y a des scènes qui sont dures, mais c'est tellement bien fait. C'était voilà, c'était assez extraordinaire, ouais. Voilà pour celui-ci. On passe à la suite. Le 14 août, again, sortira Être pourpre de Kim de l'Horizon. Alors celui-là, je le connaissais pas du tout. L'auteurice est une personne non binaire. Et justement, dans cette histoire, on va un peu bousculer les codes des genres. D'ailleurs, c'est une histoire autobiographique, hein. C'est une histoire autobiographique. Où, voilà, bah, on suit Kim, du coup, dont la grand-mère commence à perdre la mémoire. Et Kim essaye donc de se souvenir justement de ses, enfin de se remémorer ses souvenirs d'enfance, voilà, du fait que sa grand-mère perde la mémoire. Euh, et donc, ben voilà, en fait, ça va être une histoire de quête familiale sur les... Oula, petit bug là, voilà, c'est bon. Sur les figures féminines de la famille, sur, voilà, justement, qui seraient un peu des sorcières, qui entretiennent un lien avec la nature, etc. Des femmes assez subversives, d'une façon générale. Et Kim essaye de se créer une place parmi elles. Voilà, donc ça parle de traumatismes familiaux, ça parle d'identité de genre, évidemment. Ça parle de lutte des classes, voilà, ça parle de plein de choses. Et ouais, je connaissais pas ce livre, franchement, ça a l'air vachement intéressant. Lauréat des prix du livre allemand et prix suisse du livre, puisque l'auteurice est suisse, d'ailleurs. Donc, ouais. Ah ouais, c'est vrai, Elsa, il est dans ta palle. Moi, ça me donne grave envie de le lire, hein. Franchement, voilà. Donc, il sort chez 10-18, en l'occurrence. Voilà pour celui-ci. Ah, c'est vrai, le travail de traduction est incroyable. Parce que c'est en quelle langue du coup? Kim de l'Horizon, c'est pas en français? C'est pas suisse. Là, j'aurais pensé du coup. Ah oui, traduit de l'allemand, exact. Donc c'est donc il y a les Suisses allemands d'eux, du coup. Ok. Ah, c'est marrant d'avoir un nom ou un pseudonyme, je suppose, plutôt pseudonyme, je pense, français. C'est marrant. Ok, ben ouais, j'avais même pas vu. Coucou Géraldine. Ouais, la couverture est classe, hein. La couverture est classe. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu du coup. Ok. Ah bah ouais, ça donne, franchement, ça donne carrément envie. Bon, voilà.
En plus, c'est Kim comme mon chéri. Il y a un quoi? Ah, il y a un neutre en allemand. Ah oui. Oui, et du coup, forcément, ça devait pas... Bah, c'est comme en anglais aussi, hein. C'est clair que souvent, les traductions de livres qui sont en inclusif, quand c'est en anglais, que c'est non genré, c'est difficile à chaque fois de transcrire en français, quoi, hein. Et des fois, d'ailleurs, c'est pas respecté, ça m'énerve. Mais bon. Ouais, je sais, Steph. Je sais qu'il y a 4 langues, mais je m'étais vraiment basée sur le nom en fait de l'auteurice, quoi. Kim de l'Horizon, on me dit c'est français, donc c'est côté suisse francophone, quoi. Je pensais vraiment à ça. Mais ok. Bon, ben voilà pour celui-ci en tout cas. Alors ensuite, sortira donc, excusez-moi, toujours le 14 août et toujours chez 18. Désolée, hein. Vous avez dit que j'allais beaucoup tousser. Ça va être chiant. L'Hôtel des oiseaux de Joyce Maynard. J'ai toujours pas lu cette autrice d'ailleurs. J'ai honte. Et donc dans cette histoire... Attendez. Je veux pas avoir de bug. Parce que dès que je clique sur un truc... Non, déjà, il faudrait que ça marche. Ça serait bien. J'adore. Bon, tant pis. On n'aura que le début. Donc dans cette histoire, on va suivre Amelia qui vient de vivre une tragédie. On ne sait visiblement pas laquelle. Et qui va être amenée à aller dormir dans un hôtel au milieu de la nature sauvage. On est dans un pays d'Amérique latine. On ne sait pas lequel. Si. Est-ce qu'on sait lequel? Donc on est en 1970. Ouais, voilà, en fait, il y a eu une explosion dans un sous-sol à New York, causée par une bombe artisanale. Et ouais, d'accord, en fait, donc c'est la fille. Amelia, c'est en fait sa mère est décédée et en fait Amelia s'appelait Joanne. Je sais pas trop comment on prononce. Oui, John Bess, donc John. Et donc c'est la grand-mère qui va l'emmener du coup vivre ailleurs et changer son prénom. Voilà. Et du coup on suit Amelia à l'âge adulte qui est devenue épouse et mère. C'est une artiste. Mais elle va vivre une seconde tragédie, on ne sait pas laquelle, et qui va la pousser à fuir de nouveau et à se retrouver dans un pays d'Amérique centrale, très précisément, dans un hôtel un peu délabré, en plein milieu de la nature. Voilà, j'en sais pas plus. Mais ouais, moi je sais pas par lequel il faut que je commence en fait. Pardon, je vais me moucher. Oh putain, c'est compliqué. Non, ça va pour l'instant. Je me remets. Ouais, c'est pareil, moi aussi, je j'ai pas lu et je sais pas, voilà, je sais pas par lequel il faudrait commencer en vrai. Et en plus, c'est souvent des pavés, alors moi, vous savez que j'ai un peu de mal quand c'est ça. Ouais, mais oui, là où vivaient les gens heureux, mais purée, c'est un gros pavasse, quoi. Bon, un jour, je le sortirai, un jour, hein. Encore celui-là, ça va, 504 pages, mais bon, déjà. Bref, voilà pour cette autrice. On passe à la suite avec If We Were Villains de M.L. Rio. Bon, que j'ai abandonné moi personnellement, mais je vous l'ai mis parce que je sais que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Donc là, ça sortira en poche chez Hauteville. Et on est dans un thriller young adulte sur fond de Shakespeare.
On est dans un genre de Dark Academia, en fait, puisque on va suivre donc des élèves d'une académie qui font du théâtre. Mais le truc, c'est que il y a l'un d'entre eux qui va être retrouvé mort. Et donc tout le monde va être suspecté. Et voilà, ben, on va un peu enquêter là-dessus. Mais je crois qu'il y a de mémoire, il y avait 2 temporalités. Bon, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai abandonné parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il faut vraiment aimer Shakespeare et s'y connaître en Shakespeare, avoir les références parce que c'est tout le temps des citations de Shakespeare sans arrêt. On est vraiment en plein dans le Shakespeare, quoi. Et moi, j'avoue que cette profusion de... Moi, j'aime bien Shakespeare, hein, j'en ai lu, mais je suis pas une experte en Shakespeare. Et cette profusion de citations de Shakespeare, c'était trop. Et surtout que j'avais l'impression que ça n'avançait pas. C'était trop long, c'était trop long. Mais après, voilà, si vous kiffez... Ouais, c'est une des rares couvertures là à pas être colorée, hein, pour le coup. Alors que la couverture du grand format était magnifique, accessoirement. Bon, là, ils ont fait un truc un peu moche, hein, franchement, je suis désolée, mais on dirait que la personne a utilisé Paint, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas foulé. Alors, on écrit ça, on met des petites fleurs et allez, c'est bon. D'ailleurs, c'est pas des petites fleurs, c'est du lierre, je sais pas ce que c'est en fait. On sait même pas, on est même pas capable de savoir ce que c'est. Bon, pas fullax quand même là, hein. Franchement, vraiment. C'est absolument moche. Mais bon, voilà. C'est un choix. Mais voilà, je vous l'ai mis parce que je sais que voilà, il y en a qui ont adoré. C'est un livre voilà, qui a eu une grosse hype. Voilà, donc sachez qu'il sortira en poche. Et franchement, pour du young adulte, c'est très rapide. Très rapide cette sortie poche. C'est parce qu'il a vraiment marché. Voilà en tout cas pour celui-ci. Et alors, c'est pareil pour celui-ci. Nos cœurs disparus de Céleste Ing, qui sortira chez Pocket, que moi, j'avais pas aimé, alors que j'adore cette autrice, hein, mais là, ça l'a pas fait du tout. Salut Linou. Enfin, je dirais pas que ça l'a pas fait du tout, c'était pas une catastrophe de lecture, mais j'étais très déçue, c'est surtout ça. Donc on est dans une dystopie, l'idée était super en plus. On est dans un futur proche en fait, où il y a des nouvelles lois qui ont été votées parce que, en gros, il y a eu des problèmes qui sont venus de la Chine. Alors je sais plus exactement, c'est à cause de la crise à la base, il y a une grosse crise, bah, comme il y a eu là avec le Covid, etc., l'inflation. Donc là, il y a une grosse crise comme en 29. Mais sauf que voilà, cette crise, elle a été pas mal causée par la Chine et à cause de ça, ben, les États-Unis décident de voter des lois anti-chinois, on va pas se mentir, hein, voilà. Donc, et au final, ça va toucher tous les Asiatiques parce que tous les Asiatiques vont être pris pour des Chinois. Donc, ils sont tous considérés comme dangereux pour la société. Donc, en fait, on va détruire leurs œuvres, etc. On va leur enlever leurs enfants. Enfin, bon, il va y avoir tout un truc assez horrible comme ça. Et dans cette histoire, on va suivre Bird, qui est le fils d'une poétesse, en fait, qui s'appelle Margaret, donc chinoise, qui a été, enfin d'origine chinoise, qui a disparu en fait, hein, qui a disparu. Son fils lui a été enlevé. Il vit quand même avec son père, parce que son père, il a collaboré en fait avec le gouvernement. Mais Bird va décider de partir à la recherche de sa mère, en gros. Euh, Moi, franchement, j'avais adoré l'idée. Vraiment, tout l'univers parce que moi, là, je vous ai dit ça un peu de façon assez grossière, mais tout est très bien expliqué, hein, tout est très bien expliqué du pourquoi, du comment on en est arrivé là, etc. Que ça a été assez insidieux, que c'est venu vraiment petit à petit. Voilà, et c'est vrai que bon, ça fait beaucoup écho à ce qui se passe en ce moment aussi. Alors,
À ce moment-là, quand je l'ai lu, ça faisait surtout écho à ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, parce que je rappelle qu'il y a eu un gros racisme anti-asiatique à cause du fait que le Covid pardon, vienne de Chine. Mais là, du coup, ça fait aussi écho à ce qui se passe en France en ce moment avec contre les musulmans, etc. Mais voilà, du coup, c'était très bien fait, parce que surtout qu'on est en pleine crise, hein. Mais par contre, l'histoire en elle-même était chiante, je suis désolée, mais c'est vraiment dommage. En fait, c'est limite, on oublie presque le contexte pour se concentrer sur le personnage de Margaret. Mais on s'intéresse plus au côté artiste, en fait, à son côté, ouais, artiste, poétesse, etc. Mais du coup, ouais, je sais pas, je trouvais que, bah, on en oubliait la politique, en fait. Moi, je lisais ce livre vraiment dans une idée de thématique politique, voilà. Et au final, c'est plus une histoire de relations mère-fils, de relations aussi entre les deux parents, etc. Enfin, on est plus dans une histoire de relations humaines que de politique. Et c'est d'un côté, c'était, je veux dire, le livre est bon en soi, c'est très bien écrit, voilà, c'est Lasting rien là-dessus, mais moi j'ai et c'était pas du tout ce que j'attendais. J'ai été extrêmement déçue par rapport à ça, et trouvé fou parce que j'ai trouvé que ces thrillers étaient beaucoup plus politiques, pour le coup, oui, parce que vraiment elle a mis des messages thrillers qui sont antiracistes, notamment, et même de lutte des classes et tout ça, que celui-ci qui a pourtant un synopsis authentique. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Le principe de la dystopie, c'est d'être politique. Et finalement, il y a plus de messages politiques dans ces thrillers que dans celui-là. C'est un peu dommage. Vraiment, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, après, bien, c'est comme ça. Mais bon, je l'ai mis. Si ça vous intéresse malgré tout, au moins, vous savez dans quoi vous allez. Je trouve que là, pour le coup, la couverture du poche est quand même vachement plus jolie que celle du grand format qui était extrêmement moche. Pourtant, c'était sonatine. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'était très moche. Là, c'est quand même plus joli. Bref, voilà. Pour celui-ci. Donc, encore toujours le 14 août, sortira Nous sommes métal de Vincent Villeminot. Alors, on est toujours dans une dystopie, mais cette fois, c'est du young adulte. Alors, celui-là, honnêtement, je ne l'ai pas vu passer. En gros, moi, je ne le connaissais pas. Et donc, on est oui, en fait, ça démarre en 2005. C'est là où il y a eu le... Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Tu es en train de réfléchir. Ouais, il y a une révolution, c'est ça. Il y a eu une révolution. Et on va suivre des personnages, en fait, on va les suivre... ouais, c'est ça. On va les suivre 36 ans plus tard. Donc, ça fait quoi ça? 55, 61. En 2061, du coup. En 2061, il y en a certains qui sont morts et il reste des survivants. Et notamment aussi des enfants, voilà. J'en sais pas plus. On ne nous dit pas exactement ce qui se passe. On est dans la forêt apparemment. C'est juste qu'on est dans la forêt. Qu'on va suivre un groupe d'adolescents. On va suivre un groupe d'adolescents. Voilà. Ouais, je suis pas très fan de la couve, pour le coup. Bisous Michel, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Mais ouais, voilà, après, je sais pas, apparemment, on nous dit que c'est poétique. Après, voilà. J'en sais pas plus. Apparemment, ouais, on parle d'une société alternative. Je sais rien du tout. Je peux pas vous en dire plus, mais ça m'a intriguée, donc je l'ai mis. Voilà. C'est du young adulte, mais ça peut être très intéressant. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Donc une autrice que beaucoup de gens connaissent. Moi, j'avais lu son œuvre autobiographique I Am, que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Maggie O'Farrell avec Le portrait de mariage qui sortira chez 10-18 et on est donc encore et toujours le 14 août. Donc, on est dans un roman historique au cœur de la Renaissance italienne. Salut Tara, bienvenue par ici. On est à Ferrare où on célèbre les noces du duc Alfonso et de Lucrèce de Médicis, donc la fameuse famille de Médicis, hein, ultra connue
en Italie. Donc voilà, une fête extravagante, mais la mariée n'a que 15 ans. Rien ne l'avait préparée à ce rôle, parce qu'en plus elle n'était que la troisième fille du grand-duc de Toscane. C'est voilà, c'est en gros c'est une fille qui était discrète, on savait pas trop quoi faire d'elle, etc. Mais sa sœur aînée est décédée et donc la voilà mariée à donc le duc Alfonso. Et voilà, on va suivre un peu son destin. Ça pimente le live, ouais, ouais. Ah oui, là c'est pimenté ce soir, hein. Ça c'est clair, hein. Donc voilà, pour je sais que ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette autrice, qui est irlandaise d'ailleurs. Moi celui-là, oui, j'avoue qu'il me tentait pas mal. Du coup, il sort en poche, je vous l'ai mis. Je passe donc au suivant avec La Reine aux yeux de lune de Wilfrid Nsondé. Et on est encore dans un roman historique, sauf que cette fois on est au Congo. On est en 1685. Donc le royaume du Congo est sous occupation portugaise. Et on va suivre une fillette qui s'appelle Kimpa, qui est miraculée en fait. Sa sœur jumelle n'a pas survécu à l'accouchement. Et donc voilà, elle va grandir, elle va traverser des épreuves. Et elle va décider d'entrer dans la résistance face à la colonisation japonaise. N'importe quoi, portugaise, rien à voir. Ouais, je pensais à colonisation japonaise, ça y est, je suis revenue dans Lison l'Asie là. La colonisation portugaise, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a eu aussi une colonisation portugaise au Japon. Et donc voilà, elle va incarner un petit peu l'espoir d'un avenir meilleur, mais elle a aussi des détracteurs qui la considèrent comme une sorcière. Donc elle est autant adulée que haïe. Est-ce qu'elle va réussir donc à ranimer son peuple? C'est inspiré, voilà, donc c'est un roman, hein, mais c'est inspiré d'une personne qui a réellement existé, voilà, sachez-le. Donc ouais, bah écoutez, moi, ouais, ça parle de colonisation, de résistance, etc. C'est forcément pour moi. Oui, je vous avais dit qu'il y avait des couvertures très très colorées hein, dans cette sélection de sorties poche. Et donc ça sortira chez Pocket. Voilà, l'auteur est français d'origine congolaise, sachez-le. Voilà pour celui-ci. On passe à un manga, donc également de la collection dont je vous ai parlé au début du live, Kurosawa, chez Kurokawa, donc qui reprend, comme je le disais, des concepts de philosophie, psychologie, politique, avec des petites histoires pour les illustrer. Et donc là, il s'agit du Suicide, Pump It Up, de Arthur Schopenhauer, donc qui est un philosophe allemand. Et donc voilà, en fait, là on va raconter le parcours de Eri et Shinya, qui sont des jeunes gens qui ont perdu goût à la vie. Voilà, et donc on va avoir une réflexion approfondie sur la mort et sur le suicide à travers donc l'histoire de ce jeune homme et cette jeune femme. Voilà pour celui-ci. Bisous Viviane, bonne soirée. Merci d'être passée. Ensuite, on est toujours le 14 août. Je vous dis, ouais, il y a les 2 tiers qui sont du 14 août, c'est impressionnant. Avec la sortie en poche des Survivants d'Alex Schulman chez 10-18, donc auteur suédois. Donc les Survivants que j'ai lus, que j'avais pas mal aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Donc dans cette histoire, en fait l'intérêt de ce roman, c'est qu'il est raconté à reculons. En fait, c'est ça qui est intéressant. Donc on va suivre 3 frères
qui ont qui viennent de perdre leur mère, en fait, ils sont adultes, hein, ils vont se retrouver, justement, et donc on va raconter un peu leur enfance. Et donc, ouais, on va remonter progressivement le temps. Et voilà, et on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant leur enfance. Et bah, voilà, on va avoir quelques petites surprises, parfois un peu glauques d'ailleurs. Coucou Karine, comment ça va? Écoute, moi je suis malade, d'ailleurs je vais me moucher je pense. Mais à part ça, ça va. Excusez-moi. Voilà, désolée. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Moi j'ai beaucoup aimé aussi, hein. Si j'ai mal de travers en plus. Déjà que je tousse, alors si en plus j'avale de travers, ça va pas aider. Je bois en plus pour me soulager, et c'est pire. L'effet inverse. Ouais, bah c'est à cause du ventilo, figure-toi, Karine. Voilà. Et j'en pleure maintenant. Ça va bien se passer. Ah ouais, bah ouais, Steph, je sais. Donc voilà pour celui-ci. Ah, tu vas te remettre, Eva. Ça va aller. Il est assez court, hein, mais il est assez facilement. Ah, ça y est, on passe enfin au 21 août. Il y a une petite vague de sortie aussi le 21 août. Avec Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo. J'ai un livre dans ma palle de cette autrice nigériane d'ailleurs, qui est Reste avec moi, que j'ai toujours pas lu. Donc dans cette histoire, on est au Nigeria justement, et on va suivre Eniola, qui n'a que 16 ans et qui doit, donc c'est un garçon, hein, il n'a que 16 ans, il doit déjà subvenir aux besoins des siens, donc il passe ses journées à faire des courses pour l'atelier de couture local, à collecter des journaux, à mendier aussi parfois, et bien sûr il rêve d'un avenir meilleur. Et on va suivre en parallèle Wuraola, qui est lui, non c'est elle, pardon, qui est elle, fille d'une famille riche. C'est une jeune médecin de 28 ans et elle doit épouser le fils d'un politicien qui est en pleine ascension, et voilà, elle espère par ce mariage contenter ses parents. Et donc voilà, des vies diamétralement opposées, mais un jour il va y avoir des violences qui vont éclater à travers le pays. Alors j'imagine que ça va être du coup l'affrontement entre les Hutus et les Tutsis. Non, ça c'est au Rwanda, n'importe quoi. Nigeria, c'était quoi? Oui, parce que c'était dans Chimamanda Ngozi Adichie. C'était à cause des... C'était un peuple musulman qui avait foutu, bref, il y avait une guerre civile et qui avait eu la création d'un État. Je pense que ça va être ça. Donc je pense que c'est ça, encore une fois. Et voilà, donc ça va mettre en avant le fossé entre les pauvres et les nantis. Et donc si c'est la même guerre, moi j'avais adoré, c'était quoi, l'autre moitié du soleil, je crois que c'est ça, le titre, qui était absolument magnifique. Et bon, je pense que ça va être un peu dans la même veine. Il faut vraiment que je lise cette autrice, hein. Il faut vraiment que je lise cette autrice. Ouais, la couverture est très très belle. La couverture est vraiment très belle. Donc voilà, on a vraiment des belles couvertures, hein. Voilà. Donc ouais, du coup c'est bien parce que ça donne envie de l'acheter quoi, hein, en poche. Alors il fait 10,40 €, mais en même temps il fait 672 pages, c'est un beau pavé. Mais après voilà, l'autre moitié du soleil aussi, c'était un gros pavé et moi je l'avais dévoré. Voilà pour celui-ci. En tout cas, du coup ouais, c'est plus historique enfin, on sait pas. Je sais pas, parce que tant bien c'est un truc fictif.
Moi, j'ai supposé que ça faisait... donc là, dans ce cas, c'était plus historique, mais on ne sait pas, c'est pas précisé, donc j'ai laissé en contemporain. Voilà. Donc le 21 août encore sortira un petit manga mignonné. En fait, comme j'avais pas beaucoup de choix en manga, bizarrement, il y avait pas beaucoup de... Autant, il y avait plus de sorties en juillet qu'en août, étonnamment, hein. Oui, oui, très beau roman, ouais, c'est clair, Fabienne. Du coup, j'ai mis celui-ci. Bon, voilà, c'est un petit shoujo un peu classique. Ça s'appelle Blush. L'autrice, c'est Reida Soragaki. C'est un peu étonnant comme prénom, d'ailleurs, Reida. Prénom japonais. Donc, dans cette histoire, on va suivre Momoka, qui est une otaku. Vraiment complètement une otaku qui fantasme sur les beaux gosses et tout ça, comme elle en voit dans les mangas en fait, hein. Et notamment ce qu'on appelle les tsundere. Alors en général, ce terme il s'applique plutôt aux filles d'ailleurs, mais bon, ça peut marcher sur les garçons aussi. C'est-à-dire les personnages qui ont un caractère un peu fort mais un peu désagréable quoi, et qui en fait ont un très bon fond, ont un fond gentil. Et donc elle, voilà, elle fantasme. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un peu pour ça aussi que j'ai mis ce manga, parce que ça m'a renvoyé à ma jeunesse de quand je lisais du shoujo manga. Et effectivement, à chaque fois, avec les copines, on crushait toujours sur les personnages qui étaient un peu le genre un peu ronchon, tout ça, machin, désagréable, mais qui en fait sont ultra gentils, etc. Bon, maintenant, quand j'y pense avec mon œil de féministe, évidemment, c'est plus trop la même chose. Mais bon, voilà. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un nouvel élève qui est très taciturne, voilà, un peu agressif même, avec les gens, très asocial. Et donc, en fait, elle va découvrir que c'est parce que quand il parle aux filles, ça le fait totalement rougir. Et d'ailleurs, du coup, il porte un masque chirurgical. C'est complètement con. Mais bon, voilà. Et donc, voilà, ben forcément, c'est totalement ce qu'elle aime, elle. Et voilà. Comment on va démarrer la petite romance mignonnette. Voilà. Ah oui, c'est vrai, Malo. Donc voilà pour celui-ci en tout cas. Ouais, alors, ouais. Bon, écoutez, je l'ai mis. Bon, pour l'instant, en plus, il y a 5 tomes en cours au Japon, donc on ne sait pas trop combien il va y avoir de tomes. Mais voilà, en tout cas, pour ce petit shoujo mignonné qui sortira chez Pika, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. On change de style. Avec donc toujours le 21 août. Il n'y aura pas de sang versé de Marilyn Debiol. Donc celui-là, je le connaissais pas du tout. Par contre, je ne l'ai pas vu passer en grand format. Et donc on est en 1868 où on va suivre 4 jeunes femmes qui en fait qui travaillent donc dans un atelier de soierie à Lyon. Voilà, donc on est à Lyon. Donc elles s'appellent des ovalistes parce que elles garnissent les bobines des moulins ovales en fait. Donc qui sont nécessaires au tissage. Et donc ces 4 jeunes femmes, c'est Toya qui est italienne, qui ne sait ni lire ni parler le français. Il y a Rosalie dont l'enfant est resté en pension dans la Drôme. Il y a Marie donc, qui vient de Haute-Savoie, et il y a Clémence qui elle est lyonnaise, et dont l'amie, donc sa amie et colocataire en fait, est morte en mettant au monde son enfant. Et ce qui va se passer, c'est que à cause des mauvaises conditions de travail, elles vont être les premières à mener ça va être la première grève des femmes menée en France. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis, évidemment, hein, si ça parle de grève, de lutte sociale, tout ça, en plus de femmes, c'était forcément pour moi.
Voilà, mais je ne l'avais pas vu passer en grand format. Il est tout petit, hein, 160 pages. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Mais voilà, il m'intéresse pas mal, en tout cas. Voilà pour celui-ci. Hop. On est encore le 21 août et donc on est encore dans un manga, mais cette fois d'un tout autre style que le précédent, même s'il sort également chez Pika. Il s'agit de Island de In-Hwan Young. Alors c'est pas un manga d'ailleurs, c'est un manhwa, pardon. En plus j'aime bien parce que je l'ai mis dans la... Je l'avais bien mis dans le... J'ai bien mis qu'il y avait un manhwa dans les statistiques du début. Mais là, j'ai mis manga sans faire gaffe. C'est un manhwa. Hein. C'est un manhwa, c'est coréen, hein, pardon. De In-Hwan Young et Kyung-Gil Yang. Donc, dans cette histoire, en fait... Ouais, je me suis posé la question aussi. En fait, c'est l'autre moitié du soleil, mais c'est pas la même autrice en plus. Bon, bref. Je pense qu'il y a eu plein de confusion là. C'est pas grave. Donc, dans cette histoire, on va suivre Mio, qui est l'héritière du groupe Daehan, qui a été envoyée par son père sur l'île de Jeju. Alors l'île de Jeju est très connue en Corée, hein, c'est la seule île de Corée en fait, hein, et elle a beaucoup de, elle est entourée une grosse aura de mystère. Donc elle est envoyée là-bas parce qu'il y a un poste de professeur qui l'attend, mais sauf que rien ne va se passer comme prévu. Puisque elle va être récupérée par un chauffeur de taxi qui va s'avérer être un démon. Elle va être sauvée de justesse par un homme qui s'appelle Van, qui lui est un tueur en série, tout va bien. Et donc elle va décider de passer un marché avec lui pour assurer sa survie, puisque visiblement des démons en veulent à sa vie. Et donc elle va passer un marché avec lui. Pour chaque démon qu'il tuera, elle lui offrira 50 millions de won. Voilà, on ne sait pas plus. Sachez que c'est une réédition, donc l'œuvre a déjà été traduite en France, mais n'est plus rééditée à ce jour. Et donc, Pika a décidé de la ressortir en volume double. Donc, l'œuvre de départ faisait 7 tomes. Et là, il n'y a plus que 3 tomes, 3 gros tomes à 14,95. Ça va, ça reste largement correct pour des volumes doubles, hein, vraiment. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-ci qui est une histoire horrifique. Hein. À la base, le synopsis fait un peu thriller, même s'il y a une histoire de démon. Mais voilà, histoire plus horrifique. La même autrice que Les damnés et les bénis. C'est pas Les damnés et les bénis. Attends, ouais, du coup j'ai fermé. Donc en fait, c'est parce qu'il y a Les damnés et les bénis. Oui, si, c'est ça, c'est Les damnés et les bénis. Oui, parce qu'il y a aussi la danse des damnés, c'est pour ça. Autant des damnés et des bénis, c'est Ayobami Adebayo, c'est l'autrice de Reste avec moi. C'est Reste avec moi que tu cherchais. Voilà. Et l'autre moitié du soleil, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, mais c'est aussi au Nigeria. C'est aussi une autrice nigériane. Voilà. Voilà pour le... Je remets tout. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc je passe à la suite du coup avec Mon petit de Nadège Erika. Ah ouais, tu connaissais pas les manhwas? Ben manhwa, c'est les... Voilà, c'est les mangas coréens. Voilà. L'autrice écrit souvent des textes courts. Ah d'accord, ok Elsa, ouais, tu parlais de comment elle s'appelle? Ça y est, parce que j'ai fermé petit à petit, de Marilyn Desbioles, je suppose. Donc, Mon petit qui sortira chez HarperCollins Poche dans cette histoire. Donc on est dans les années 90 à Belleville, dans une cité HLM. On va suivre plusieurs personnes. Bon, on va suivre en particulier Naël. Ouais, c'est ça. Je suis en train de... Ouais. Donc Naël, qui est une jeune fille qui porte des robes à col Claudine, on dit voilà. Et qui va, en fait, on va suivre un petit peu ses pérégrinations avec différents personnages. Mais on sait que donc elle va
Même, elle va tomber amoureuse, elle va devenir mère à 19 ans et il va y avoir un drame, on n'en sait pas plus. Voilà, j'en sais pas plus. Celui-là, pareil, je l'avais pas vu passer en grand format. C'est un primo-roman, voilà, finaliste du prix des Incorruptibles. Bon, écoutez, ça m'intrigue un petit peu cette histoire, donc voilà, je vous l'ai mis. Il est assez court. Et voilà, donc ouais, à voir aussi pour celui-ci. Il y en a plein, hein, il y en a plein qui me donnent envie là, c'est chiant. C'est sûr que je pourrais pas tout acheter, ça c'est clair. Donc voilà pour celui-ci. On reste donc le 21 août avec une superbe couverture encore, avec Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Carmen d'ailleurs, je sais pas trop comment on prononce son prénom. C'était Julia, non, qui était venue en parler de celui-ci, si ma mémoire est bonne. Je l'avais noté, je l'avais mis dans ma wishlist, je me souviens. Mais là, en plus, j'adore trop cette couverture. Donc, on est quoi? Donc, ouais, on est avec Byron et Benny, dont la mère vient de mourir. Et en mourant, voilà, avant de mourir, elle leur dit: il y a un gâteau noir dans le congélateur. Je veux que vous le partagiez. Et en plus du gâteau, elle laisse aussi un enregistrement audio où elle va raconter l'histoire d'une jeune nageuse venue d'une île des Caraïbes qui a été contrainte de quitter son pays natal après avoir été accusée de meurtre. Et donc Byron et Benny, qui sont frères et sœurs, vont se retrouver plongés dans le passé de leur mère. Donc un passé qu'ils ignoraient, et voilà, ils vont découvrir un gros secret de famille. Voilà. Et ouais, carrément, je me souviens que ouais, c'était Julia, je crois, elle m'avait grave donné envie avec celui-ci. Donc voilà, ben là il sort en poche, ça tombe bien. Il est trop beau. Il est trop classe. Donc voilà, des bien belles couvertures hein, ce mois-ci. Hein. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie de tous les acheter là, c'est chiant. Et donc ça sortira en l'occurrence chez J'ai lu. Voilà pour celui-ci. Donc alors là, j'ai pas la couverture, donc j'ai pas mis la couverture, désolé. Bon, ça se trouve, entre-temps, elle est sortie, mais bon, je crois que non, même pas, hein, parce que sinon elle apparaîtrait là. C'est la nouvelle traduction de Shining qui sort en poche. Voilà, donc je rappelle hein, qu'il y avait une nouvelle traduction, c'était, je crois que c'était chez JC Lattès, si je me trompe pas, qu'elle était sortie en beau hardback, là. Bon, nous on l'a acheté, donc j'achèterai pas la version poche, hein. Mais voilà, sachez-le, si vous vouliez lire la nouvelle traduction de Shining, qu'elle sort en poche aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que c'est la peine que je vous rappelle l'histoire de Shining? Bon, vite fait, voilà, hein, on est sur une famille qui doit garder, dont le père doit garder un hôtel qui est isolé dans les montagnes rocheuses, donc c'est l'Overlook. Donc il est fermé l'hiver et donc forcément il fallait un gardien, mais le truc c'est qu'ils sont complètement là, donc c'est Jack Torrance qui vient avec sa famille et ils sont totalement coupés du monde. Et Jack Torrance, lui, il est écrivain, donc il en profite pour en tout cas il voulait en profiter pour continuer son livre, mais il va se passer des choses pas cool et voilà. Voilà. Donc, bon, écoutez, voilà, un chef-d'œuvre de Stephen King. J'étais obligée de le mettre quand même. J'aimerais bien voir à quoi va ressembler la couverture. Pour l'instant, on ne sait pas. À un mois de la sortie, on ne sait toujours pas. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. On est encore... Et toujours le 21 août sortira un petit manga qui s'appelle Uchujin Mumu de Hiroki Miyashita, qui sortira chez Mangetsu. Bon, il y a 7 tomes en cours. Pareil, c'est pas trop combien de tomes il y aura au final.
Mais en tout cas, donc ça a l'air assez mignon et rigolo à la fois, puisque on va suivre une petite bande d'extraterrestres. Donc c'est Moumou et ses amis. J'aime bien parce que je dis c'est mignon, mais ils ont juste buté tous les scientifiques de leur planète. Mais c'est mignon, si, si. Non, en fait, ouais, voilà, ils ont anéanti tous les scientifiques de leur planète pour ne laisser en vie que les idiots. Et en fait, ils vont... Pourquoi? Ouais. Mais du coup, ouais, on ne sait pas pourquoi ils les ont tués, parce qu'après, du coup, ils veulent récupérer leur technologie. C'est pas très logique, mais bon. Ils vont aller sur Terre pour récupérer la technologie qu'ils ont perdue. Et du coup, ils décident d'aller sur Terre. Enfin, c'est Moumou, en tout cas, qui décide de se rendre sur Terre sous l'apparence d'un chat. Et il veut apprendre à utiliser des appareils électroménagers. Il n'y a que le japonais pour sortir des trucs comme ça. Je trouve ça drôle. Et en fait, on va suivre donc Sakurako, qui est l'étudiante choisie par Moumou, du coup, voilà, qui va adopter Moumou. Mais j'imagine que ça va être assez drôle quand même. Ah ouais, c'est vrai, Katia? Je pense qu'il va y avoir une grosse réédition. Bah déjà, ah oui, de Cimetière, ouais. Oui, avec une nouvelle traduction, ça pourrait être sympa aussi, ouais. J'espère. Bah c'est sûr que je l'achèterai de toute façon, hein, voilà. J'ai la Shining, voilà, acheté direct. Donc voilà pour celui-ci, ça a l'air un peu rigolo. Il y a des chats, des chats extraterrestres. Voilà, voilà. On passe au 22 août, ce qui signifie qu'on n'est pas trop loin de la fin. Sortira Les Coquelicots de Nejma chez Pocket. Et mon truc est un peu bugué. Désolé. Ça s'affiche plus. Ah, qu'est-ce que tu me fais? Ah, voilà. Donc, dans cette histoire, donc l'autrice est marocaine, hein, pour la précision. Dans cette histoire, on va suivre. Mince, on ne sait pas son nom. On va suivre une femme, ça c'est sûr. Je suis en train de regarder parce que j'avais vu le synopsis ailleurs et là... Ouais, j'ai pas le synopsis en fait. Je sais juste que ça va parler du tabou de la sexualité dans un pays musulman. Voilà, et qu'on va suivre une jeune femme. C'est tout ce que je sais. Mais oui, la couverture est magnifique. La couverture est absolument magnifique également. Voilà. Ouais, j'en sais pas plus. Non, c'est pas grave. C'est déjà bien, je trouve. C'est déjà intéressant de savoir ça. Ah ouais, c'est vrai, t'adores les coquelicots. Ouais, ouais, c'est beau. Et bon, oui, le coquelicot, grosse métaphore, hein, de... Voilà, le bourgeon du coquelicot notamment. Voilà. Non, ça a l'air intéressant. Non, mais c'est bien parce que c'est une thématique qu'on voit rarement. Donc voilà, bah, encore un qui me donne envie aussi, hein. Je vous dis, il y en a trop là, mais vraiment, c'est assez ouf. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 22 août, on change de style. Sortira Éteindre la lune de William Boyle, pardon. Chez Gallmeister dans leur collection Totem, encore une très belle couverture, mais bon, comme d'hab chez Totem, hein, j'ai envie de dire. Et dans cette histoire, on va suivre Bobby, qui a 14 ans, qui s'amuse à lancer des cailloux sur des voitures. Ah ouais, ça c'est tout à fait le genre de truc que font les gamins de 14 ans d'ailleurs. Premier degré, hein. Mais un jour, il y a un caillou qui va toucher une conductrice, qui va perdre le contrôle de son véhicule et qui va mourir dans l'accident. Voilà. Elle avait 18 ans. Et il se trouve que c'était en plus la fille de Jack, qui est un redresseur de tort. Donc imaginez
Voilà, c'est le mec qui vient intimider les gens qui payent pas ce qu'ils doivent. Et donc, quelques années plus tard, Jack va s'inscrire à un atelier d'écriture dans l'espoir d'exorciser sa douleur et il va nouer une relation quasi filiale avec la jeune femme qui anime cet atelier qui s'appelle Lily. Mais il se trouve que, ben, vous vous en doutez, on va retrouver le Bobby du début, hein, puisque il se trouve que Lily, c'est l'ex-belle-sœur de Bobby. Et Bobby, il est toujours là à s'attirer des ennuis. Et voilà comment... Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà. Ouais, couverture toujours magnifique hein, chez Totem. J'aime bien en plus éteindre la lune avec ce rideau sur la lune et tout, c'est trop beau. Voilà, bon, ça a l'air... bon, roman noir, hein, roman noir américain, mais ça a l'air intéressant. J'ai toujours pas lu cet auteur. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Mais voilà, en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 22 août, sortira L'Indésir de Joséphine Tassi. Et où dans cette histoire, on va suivre Nouria qui va rencontrer Abel en boîte de nuit. Ils s'embrassent, elle rentre chez elle et le lendemain, elle va recevoir un appel qui va réveiller le passé. J'en sais pas plus. Voilà, on va suivre l'histoire de Nouria. Une jeune femme en quête d'elle-même. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, c'est un primo-roman. Et voilà, ça sort dans la collection Proche. Alors je pense que c'est la collection Poche de l'Iconoclaste. Hein. Ce sont des livres qui sont sortis chez l'Iconoclaste. Et je crois que je l'avais vu passer, moi, celui-ci en grand format, mais sans plus. Bon, moi ça me rend curieuse, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, pour celui-ci, je sais pas combien il y a de pages. Ils mettent pas dans les proches, la collection proche, je sais pas. Voilà pour celui-ci. Toujours le 22 août, ah, c'est un de mes récents coups de cœur, celui-ci, Sous les strates de Louève, qui sortira chez Pocket. Je suis très très contente hein, pour cette autrice que je connais personnellement, cette jeune femme. Donc, pour rappel, voilà, je l'ai chroniqué il n'y a pas longtemps, hein, mais dans mon dernier bilan lecture, mais pour rappel, c'est l'histoire, donc c'est quasiment autobiographique en vrai, hein, même si elle le dit pas. Bon, voilà, moi j'ai reconnu, reconnu des gros pans de sa vie, donc voilà. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille une jeune fille d'origine vietnamienne qui a été adoptée à sa naissance au Vietnam, qui a été adoptée par un couple de Français, et on va suivre en gros sa vie sous le prisme du racisme, hein, de la recherche aussi de sa mère biologique, de la découverte de son homosexualité. Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques dedans, et puis on suit aussi en parallèle justement un petit peu la vie de sa mère biologique, de sa mère adoptive. Voilà, donc c'était extrêmement passionnant. Et voilà, j'ai été très touchée. Je connais la jeune fille qui a écrit ce livre, et j'étais d'autant plus touchée par ça. Mais même, voilà, on découvre un petit peu ouais, cette espèce de douleur qu'ont les jeunes gens arrachés à leurs racines, en fait. Hein, voilà, c'est exactement ça. Et qui n'arrivent pas à se faire une place parce qu'ils sont ni vraiment français, ni vraiment de leur pays d'origine. Hein, et du coup, c'est compliqué. Et ils n'ont pas de modèle aussi, hein, ils n'ont pas de modèle pour leur expliquer ce qu'est le racisme, étant donné que leurs parents sont blancs. C'est super intéressant. Et voilà. Et c'était assez touchant, et c'est très bien écrit. C'est pas écrit de façon linéaire. J'aime bien, moi, le fait qu'il y ait un peu des sauts dans le passé, dans le futur, etc. Voilà, c'est très très bien écrit. J'ai été agréablement surprise. Enfin, surprise, non, parce que je sais que c'était une jeune fille. Je dis c'était parce que je l'ai connue il y a un moment, et depuis, même si on est resté en contact, je ne l'ai plus revue, mais c'est une jeune fille, en tout cas, très brillante. Donc, je ne suis pas du tout étonnée
de sa plume, mais vraiment c'était extrêmement bien écrit. Donc j'étais très contente qu'elle soit publiée chez Les Escales, c'est pas rien, et maintenant chez Pocket. Donc voilà. Voilà pour celui-ci en tout cas. On est toujours le 22 août. Ouais, il y avait une petite vague aussi le 22. Sortira Trois sœurs de Laura Poggioli, encore chez la collection proche donc de l'Iconoclaste. Et là, dans cette histoire, alors c'est un mix, c'est vraiment un mix de romans, de true crime et d'autobiographie. En fait, c'est un roman très hybride puisque l'autrice nous raconte donc l'histoire vraie de trois sœurs russes qui ont tué leur père parce qu'il était violent, il était ultra violent avec elles. Il les frappait, il les violait, bon bref, voilà. Elles ont fini par le tuer et du coup il va y avoir donc une réaction du pays face à ce crime où on rappelle en plus en Russie battre sa femme ou ses enfants c'est normal. Voilà, mais malgré tout, il y a quand même eu une grosse part de la population qui a défendu ces jeunes filles. Et donc l'autrice nous raconte ça, tout en ponctuant également son récit d'anecdotes de sa propre vie. En fait, elle ramène un peu, parce qu'elle-même a vécu en Russie, notamment. Et aussi, ouais, il y a une part aussi un peu essai, puisqu'elle va notamment parler justement de féminisme et donc de la situation des femmes en Russie. C'était extrêmement intéressant. Voilà, donc vraiment un genre très très hybride. Mais moi j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'avais vraiment pris plaisir à le lire. C'était très intéressant. Assez original, voilà, dans la façon de raconter. Et voilà, donc oui. Oui, c'est vrai, c'est presque ça, ouais, Malo, c'est... Mais oui, oui, voilà, ça parle vraiment beaucoup de la société russe et notamment de la condition des femmes là-bas. Ouais, donc ouais, ouais, il est assez court, hein, assez court. Là, il n'y a pas marqué le nombre de pages, mais il est assez court. Et franchement, c'était très bien, donc je ne saurais que vous le recommander. On passe au 23 août avec la sortie d'un essai qui s'appelle Les racistes n'ont jamais vu la mer de Rodney Saint-Éloi et Yara El Gadban. Le premier, alors ils sont tous les deux canadiens, québécois, je crois québécois. Le premier est d'origine haïtienne et la seconde d'origine palestinienne. Et tous deux, donc, ont fait un essai tout simplement sur le racisme. J'en sais pas plus, en vrai. J'en sais pas plus. Voilà, les deux vivent à Montréal, ouais, donc c'est Québec. Voilà. Donc, je sais pas, moi, c'est juste, voilà, c'est les origines des auteuristes, du coup. Et le fait que ça parle de racisme, je vous l'ai mis, mais je ne sais pas du tout enfin, ouais, ici, la thématique, c'est le racisme, c'est tout. Voilà, j'en sais pas plus. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Mais ouais, bon, ça, moi, ça m'intrigue toujours. Hein, voilà, ça parle en plus via la parole de concernés, forcément. Voilà en tout cas, on saute directement au 28 août avec la sortie donc de La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel. Et donc ouais, je vous ai mis la couverture grand format parce qu'il n'y a pas encore la couverture poche, mais j'imagine que ça va être sensiblement la même, hein, parce qu'en général, donc ça sort chez Rivage, en général Rivage, ils reprennent les mêmes, voilà, les mêmes images de couverture pour leur poche. Et donc, dans cette histoire, on est en 2401, on est sur une colonie lunaire. Et on va suivre Zoé, qui est une brillante physicienne qui s'interroge sur des anomalies. Qu'elle vit et qui la perturbent. Et elle se demande si le monde tel qu'il existe ne serait pas une simulation. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. Ça va parler de voyage dans le temps. Ah, tu l'avais lu, Katia ?
Et ouais, je sais qu'il avait eu de bons retours, celui-ci. Moi, j'ai toujours pas lu. Il faut déjà que je lise Station Eleven. Je l'ai toujours pas lu. Surtout qu'il me semble qu'il y a une espèce de suite entre... Alors, c'est pas, ça peut se lire indépendamment, mais il me semble qu'il y a un fil conducteur entre Station Eleven. C'est quoi l'autre? L'hôtel de verre? Je crois que c'est ça, le deuxième. Un truc de verre, en tout cas. Et donc, celui-là, La mer de la tranquillité. Mais du coup, il faudrait que je lise Station Eleven. Je le lirai un jour. Je le lirai. Donc voilà pour celui-ci. J'accélère un peu sur la fin, mais... on passe au 30 août avec la sortie de La colère et l'envie de Alice Renard. Celui-là, je l'avais vu passer, je crois. Mais j'avais pas dû le mettre dans les sorties grand format. Je sais plus. Donc ça sortira chez Point. Et ah, t'as moins aimé l'hôtel de verre, d'accord, Émilie. Ok. Ah oui, toi tu les lis dans le désordre du coup, Katia. Ouais, je crois que c'est pas très grave. Hein. Dans cette histoire, on va suivre Isor, qui n'est pas une enfant comme les autres, puisque ben elle a, a priori, si je comprends bien, elle a une déficience mentale. Je crois que c'est ça. Donc elle est ouais, un peu hors norme. Et un jour, Isor va rencontrer Lucien, qui est un voisin septuagénaire. Donc Isor, c'est une enfant, hein, je précise. Et qui vont, voilà, ils vont vraiment bien s'entendre tous les deux. Ils vont, voilà, ils vont être assez fusionnels. Mais un jour, alors que Isor a 16 ans, Lucien a un grave accident. Et l'adolescente va fuguer pour aller en Sicile pour accomplir une mission pour Lucien. Et voilà, ben, elle va découvrir un autre monde en fait. Hein. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais vraiment c'est un roman qui parle, oui, de la déficience mentale. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs. Il dit juste que c'est une enfant qui n'entre pas dans les cases, qui est considérée comme idiote, attardée. Enfin, bon voilà. Donc peut-être que c'est, je sais pas si c'est de l'autisme ou si je sais pas. C'est pas dit. S'il y en a qui l'ont lu, peut-être. Mais ouais. Ouais, il a l'air extrêmement intéressant celui-ci. Je sais pas pourquoi je l'avais pas mis à sa sortie grand format. Je sais plus. Je l'avais peut-être pas vu passer. Il est très court en tout cas. Hein. 144 pages, c'est très très court. Mais voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Et donc on va finir avec donc, un petit dernier. Il s'agit d'un piqué à 1000 ans pour aimer de Mayumi Inaba. Donc, dans cette histoire, voilà. Donc, on va suivre Sawa qui teint des étoffes en fait. Voilà, c'est son travail. Elle fait de la teinture de tissu. Et donc elle est dans un atelier et en fait oui en gros ça va un petit peu raconter son intimité de créatrice. Voilà, parce qu'en fait, on nous dit que son mari est parti. Ouais, voilà, c'est ça. Son mari est parti et donc elle éprouve une grande tristesse par rapport à ça. Et donc, elle essaye un petit peu de retrouver la joie de vivre via ses créations. Et voilà, bon, c'est encore un livre typiquement japonais de résilience, tout ça, tout ça. Voilà, très, c'est assez typique. Mais voilà, je vous l'ai mis. C'est piqué. Vous voyez, encore une couverture tricolorée. Et j'imagine que ça va être assez poétique, un peu philosophique, etc. Sur le deuil, ouais, c'est un truc qui est très cher au Japonais, le deuil. Hein. On notera que dans quasiment, même dans tous les feel-good japonais, il y a toujours une histoire de deuil quelque part. Hein. C'est un truc de fou, ça. C'est vraiment une thématique qui leur tient à cœur. Alors là, c'est pas vraiment un deuil en fait, hein, parce que je crois pas qu'il soit mort, son mari. Je crois qu'il est parti, encore que. On sait pas trop.
Mais voilà, mais dans tous les cas, il y a quand même une forme de deuil et de résilience, toujours. Voilà, en tout cas. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec les sorties. Je vais revenir par là. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais dire au revoir à YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, la prochaine, alors, ce sera soit un bilan lecture, soit un tag de mi-année, parce que je ne sais pas encore si j'aurai assez de matière pour faire le bilan lecture, j'en doute honnêtement, mais sinon, ça sera un tag de mi-année que vous aurez sur YouTube dans tous les cas. Voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.